Comment avez-vous appris que votre fils avait rejoint Daesh? Donc, on a appris que notre fils était en Syrie 4 jours après avoir disparu de la maison. Donc, via un message sur les réseaux sociaux, donc Facebook, où il a pris contact avec nous pour nous dire, voilà, maman, ne sois pas fâchée, je suis en Syrie. Et quelle a été votre première réaction quand vous l'avez appris? C'était un choc, ça a été un choc que je n'oublierai jamais. Donc, c'est un choc qui m'a plongée dans un coma pendant 3 jours. J'ai perdu connaissance. Pendant 3 jours, je n'arrivais plus à me réveiller. Et d'après les médecins, c'était une réaction psychologique pour me protéger. Donc quand j'ai appris qu'il était en Syrie, pour moi, c'est comme si on m'annonçait qu'il était mort. Et lorsque vous avez parlé à votre fils après son départ, quelle était son attitude? Avez-vous eu le sentiment qu'il était heureux, ou qu'il était triste, ou en conflit, ou en danger? Mais il a eu plusieurs réactions. D'abord, le premier contact qu'on a eu avec lui, c'était, il était sûr de lui. Donc, il nous disait les informations, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il était vraiment sûr de lui, quasi méchant, parce que il voulait mettre cette pression. Je suis ici, je vais rester ici, je sais ce que je fais. Il y a des moments où je l'ai eu très doux et où il me disait, maman, tu sais, tu me manques, mais je dois tenir bon parce que ce que je fais ici, c'est bien. J'aide des gens. Et donc, c'était des moments où il était beaucoup plus doux. Donc, c'était mon fils. Et puis, il y avait d'autres moments où il était très dur, où il nous disait que c'était nous qui étions dans le mauvais chemin et que lui faisait tout ça pour nous sauver. Donc, il a eu différentes phases au niveau de son comportement. Avez-vous senti une transformation dans votre fils avant son départ? Y avait-il des tendances violentes, ou y avait-il une indication qu'il était devenu radicalisé? Effectivement, j'ai senti des changements interpellants dans son comportement. Pas du tout vestimentaire, pas du tout, il n'avait pas la barbe, donc c'était pas du tout de l'ordre de l'apparence, c'était plutôt de l'ordre de ses discours et de sa manière de voir l'avenir. Par exemple, il nous disait souvent qu'on n'était pas de bons musulmans, euh, qu'il fallait quitter ce pays parce que c'était pas un pays une terre d'islam, et qu'il fallait aller vivre quelque part où on pouvait pratiquer l'islam de manière en toute liberté, je veux dire. Et donc, il était de moins en moins tolérant. Donc, il avait des discours très fermés. Voilà, la démocratie, c'est pas bien, le vote, c'est pas bien. Dieu nous a préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre sereinement. On a nos propres lois, etc. Donc, il y avait un retour vers un islam rigoriste qui m'interpellait beaucoup et qui l'empêchait même de continuer d'aller à l'école parce que il ne pouvait pas prier à l'heure, par exemple, à l'école. Donc ça, c'était des comportements qui, moi, me posaient un problème parce que je me disais comment est-ce qu'il allait continuer à vivre ici en Belgique. Comment avez-vous appris la mort de votre fils? Eh bien, on était sans nouvelles depuis 2 mois et mon mari, un dimanche matin du mois de décembre 2013, reçoit un appel de Syrie. Et donc, quand il a vu le préfixe, il était heureux parce il s'était dit enfin, Sabri nous appelle. Et quand il a décroché, c'était un Syrien donc, qui lui demandait s'il était le papa de Abu Tourab. Et mon mari a dit je suis le papa de Sabri. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Et là, le Syrien l'a félicité en lui disant félicitations, votre fils vient de tomber martyr. Et l'appel a duré 15 secondes. Combien de temps après avoir appris la mort de votre fils avez-vous demandé de l'aide? Et étiez-vous réticente à l'idée de demander de l'aide? Et pourquoi pensez-vous que des groupes de soutien sont efficaces pour aider les mères et les familles face à des situations semblables que la vôtre?
et comment, de quelle manière? On nous a proposé de l'aide au niveau de la municipalité de Vilvoorde, mais quand je suis allée demander de l'aide, on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'aider. Donc là, j'ai tout de suite compris que j'allais pas avoir de l'aide via ce réseau-là. Et c'est comme ça que j'ai moi-même créé mon propre réseau d'aide. Je me suis aidée moi en aidant les autres en fait. Et le groupe de parole a pris tout son sens parce que on s'est retrouvés entre nous avec la même douleur, la même souffrance. Et parfois, il ne fallait même pas parler pour se comprendre. Et donc ça a été un grand soutien de se sentir de se sentir pas seul en fait dans ce qui nous arrivait. Quel message aimeriez-vous envoyer aux mères et aux familles de ceux qui sont partis pour rejoindre des groupes terroristes, mais qui sont réticents à demander de l'aide ou un soutien en raison de la honte ou de la stigmatisation? Ce que j'aimerais dire, c'est que je comprends tout à fait que ces familles se sentent stigmatisées, se sentent honteuses parce que la société nous reflète cette image-là de coupable, mais qu'ils doivent dépasser ce sentiment-là parce qu'ils ne sont pas coupables. Moi, j'ai donné tout l'amour que j'ai pu donner à mon fils. À un moment donné, il y a des gens qui ont été plus forts que cet amour-là et qui ont réussi à attirer notre fils dans leur engrenage. Donc, ce n'est pas de notre faute. Il n'y a pas un seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et que si eux sortent de l'ombre et commencent à en parler, à dénoncer, à ce moment-là, on pourra vaincre Daesh.